Alors que la réforme de l'audiovisuel doit être présentée avant la fin de l'année, le CSA a dévoilé 20 propositions pour être de la partie. Le but, étendre son pouvoir sur le numérique. C'est un problème récurrent depuis maintenant 2 décennies. Les voies de communication françaises sont en piteux état. Pour faire face à ce fléau, le gouvernement a annoncé un plan de réhabilitation qui, s'il aboutit, pourrait s'avérer bien utile. Vladimir Poutine veut un traité de paix avec le Japon. Le président russe entend ainsi mettre fin à un désaccord remontant à la Deuxième Guerre mondiale. En cas de réussite, la diplomatie russe pourrait sortir renforcée de ce petit événement. Madame, monsieur, bonsoir. Le CSA muscle son jeu. Alors que le gouvernement prépare sa grande réforme de l'audiovisuel, le président du CSA, Olivier Schramek, a rendu public un rapport de 20 propositions pour étendre son pouvoir d'action. Dans l'ombre de l'empire Macron, le CSA contre-attaque. Alors que le gouvernement devrait dévoiler sa réforme de l'audiovisuel avant la fin de l'année, le Conseil supérieur de l'audiovisuel met tout en œuvre pour ne pas être laissé sur le bord de la route. À l'occasion de sa rentrée mardi, le président du CSA, Olivier Schramek, a dévoilé un rapport présentant 20 propositions pour refonder la régulation audiovisuelle, comprendre, s'adapter à l'ère du numérique. En effet, face à la montée en puissance des médias sur Internet, le CSA souhaite surfer sur la vague pour élargir son périmètre d'action. Ainsi, le gendarme de l'audiovisuel entend s'attaquer aux plateformes de partage de vidéos, aux réseaux sociaux, aux plateformes de diffusion en direct, ainsi qu'aux plateformes de streaming audio et aux podcasts. Une façon également d'imposer sa vision de la bien-pensance puisque le CSA veut s'appuyer sur les directives européennes pour promouvoir la sacro-sainte diversité et lutter contre les inégalités, le sexisme et les stéréotypes. En revanche, les propositions du CSA sont plus souples en ce qui concerne les médias télévisuels mainstream. Il propose notamment de supprimer la règle des jours interdits de diffusion cinématographique et de modifier les règles encadrant la publicité. En bon petit soldat, le CSA s'est également bien gardé de donner son avis s'agissant du mode de nomination des patrons de l'audiovisuel public, un pouvoir qui lui incombe mais qui devrait échoir au conseil d'administration de France Télévisions et de Radio France. Alors qu'Olivier Schramek vit ces derniers mois à la tête du gendarme, il appelle à un renforcement du rôle du CSA, notamment de ses pouvoirs d'enquête, réclamant in fine la possibilité de faire des perquisitions dans les locaux des chaînes. En peaufinant parfaitement sa tenue de gendarme au service du gouvernement, les propositions du CSA trouveront certainement grâce aux yeux du ministre de la Culture, Françoise Nyssen. La France met le paquet sur le transport. L'État a annoncé vouloir investir 27,7 milliards d'euros sur 10 ans dans le secteur. Au programme, pas de nouveaux projets, mais l'entretien des réseaux. Olivier Frère-Jacques. Près de 30 milliards d'euros dans le secteur des transports. Le ministre des Transports, Elisabeth Borne, a présenté son plan au Conseil d'orientation des infrastructures le mardi 11 septembre. L'État devrait ainsi mettre 27,7 milliards d'euros dans les transports sur 10 ans, avec 13,4 milliards jusqu'à 2022, c'est-à-dire la fin du quinquennat, soit une hausse de 40% du budget transport par rapport au précédent gouvernement. Un budget massif pour le transport, oui, mais ce n'est pas pour autant que les usagers verront apparaître ici et là de nouvelles lignes ou de nouveaux moyens de transport. En effet, les fonds serviront à l'entretien des réseaux existants, à savoir des réseaux ferroviaires, routiers et fluviaux. Et pour cause, les voies de transport sur le territoire sont en bien piètre état, causant des accidents sur les routes secondaires, isolant les villes moyennes et les territoires reculés, mais aussi faisant significativement augmenter les risques d'accidents, qu'il s'agisse des routes mal entretenues ou des trains vieillissants. Dans le détail des 13,4 milliards prévus jusqu'à la fin du quinquennat, 51% ira au rail, 38% à la route, 6% au fluvial et au port et 5% à d'autres modes de transport. On est bien loin de la révolution du transport vert ou des grands chantiers permettant de donner un coup de fouet à l'économie nationale. Cependant, ces dépenses semblent absolument indispensables à l'équilibre des territoires, au déplacement des personnes et aux échanges. Les routes de France, souvent critiquées pour leur état lamentable, vont ainsi disposer d'un financement de 880 millions d'euros par an pendant 10 ans, soit une augmentation de 30% comparée à la décennie passée. Une bonne chose pour les usagers et qui permettra directement de contribuer aux politiques de sécurité routière. Le choix gouvernemental de la rénovation de nos voies de communication et de transport et surtout l'augmentation des financements prévus pour ce secteur était largement attendu. Reste à suivre le véritable avancement des travaux. Mais sur ce dossier, difficile pour le moment de jeter la pierre aux équipes Macron.
Et alors que l'État tente de réhabiliter le transport, le projet du Grand Paris Express reste à quai pour le moment. En cause, le coût estimé du super métro d'Île-de-France qui a encore été revu à la hausse. Il manquerait désormais pas loin de 250 millions d'euros par an. Olivier Frère-Jacques. Le Grand Paris Express, toujours plus vite, toujours plus cher. Un rapport parlementaire remis par le député Les Républicains du Val-de-Marne, Gilles Carrez, le 6 septembre au Premier ministre Édouard Philippe, fait état des lacunes de ce projet de transport. Ainsi, il manquerait entre 200 et 250 millions d'euros par an pour financer la construction et le fonctionnement du projet. La société de gestion du Grand Paris à la manœuvre essuie également bon nombre de critiques de la part des présidents des 7 départements d'Île-de-France ou encore du MEDEF parisien. Le projet, déjà en retard, présente de nombreuses difficultés qui occasionnent un surcoût budgétaire de l'ordre du quart de milliard d'euros annuels. Pour que le supermétro voie le jour, il faudrait ainsi des recettes de l'ordre de plus de 200 millions d'euros par an pendant 10 ans, au bas mot 2 milliards d'euros, au pire 2 milliards et demi, et ce à partir de 2019. Pour dégager des revenus supplémentaires, le député Gilles Carrez suggère une augmentation des taxes sur les surfaces de bureaux pour les entreprises, une augmentation qui ne profiterait pas à l'attractivité de l'Île-de-France en matière entrepreneuriale. La taxe spéciale d'équipement ou encore la taxe de séjour pourraient également être visées par des augmentations et ainsi participer à la mise en place du nouveau métro. Le MEDEF est tout naturellement monté au créneau pour dénoncer la prise en otage des entreprises comme variable d'ajustement au dérapage budgétaire. Et pour cause, la Société du Grand Paris est déjà financée via les entreprises parisiennes à hauteur d'un demi-milliard d'euros annuels. Les présidents de départements d'Île-de-France sont également mécontents de la tournure que prend le projet et ont tout simplement décidé de ne pas participer à l'élection du président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris. Ils dénoncent l'opacité budgétaire qui entoure la structure et l'absence de justification de la société concernant le report du projet et l'augmentation totale du coût qui serait en tout de 35 milliards d'euros contre 25 dans un premier temps. D'un projet utile à tous et favorisant la mobilité dans la région de la capitale, on glisse doucement mais sûrement vers un nouveau scandale budgétaire et financier de la part des autorités publiques franciliennes. Les victimes semblent cette fois être les entreprises et probablement, par répercussion, les travailleurs d'Île-de-France. Se dirige-t-on vers un traité de paix historique entre le Japon et la Russie? C'est en tout cas ce que semble vouloir Vladimir Poutine. L'homme fort du Kremlin a proposé à son homologue japonais Shinzo Abe la signature d'un traité de paix sans conditions préalables avant la fin de l'année. Olivier Frère-Jacques. Mettre fin à une histoire vieille de plus de 70 années, c'est le but que s'est fixé le président russe Vladimir Poutine. Ce dernier entend en effet mettre un terme à la dispute territoriale autour des îles Kouriles et ainsi dire adieu à un reliquat datant de la Deuxième Guerre mondiale. L'homme fort du Kremlin a ainsi proposé au Premier ministre Shinzo Abe la signature d'un traité de paix sans conditions préalables. La proposition, faite lors d'un forum économique oriental à Vladivostok en présence des présidents chinois et sud-coréens, aurait en revanche été accueillie plutôt froidement par les autorités japonaises. Et pour cause, les points de divergence entre les deux pays sont encore forts. Avec ces 4 îles volcaniques des Kouriles, les Russes ont accès au Pacifique, ce qui a causé de nombreux conflits depuis le début du 19e siècle. Et si Moscou détient ces îles, la mer d'Okhotsk devient alors presque une mer intérieure pour la Russie et lui donne un accès stratégique sur l'océan. La manœuvre du Kremlin pour mettre fin au conflit consiste en la signature d'un traité de paix qui serait préalable au véritable règlement du conflit. Une proposition originale, mais qui ne sera pas forcément bien accueillie au Japon, pays marqué par le nationalisme et qui n'entend pas brader son territoire. Le porte-parole du gouvernement nippon, Yoshihide Suga, a de son côté réaffirmé le principe selon lequel Tokyo ne signera pas de traité de paix tant que la question de l'attribution des îles n'est pas réglée. Et pourtant, le moment pourrait être propice à un rapprochement entre les deux empires historiques. Ainsi, depuis quelques années, Russes et Japonais se rapprochent autour de sujets comme la gestion des crises nord-coréennes. Le Japon, comme la Corée du Sud, souhaite également un véritable développement de l'extrême-orient russe pour contrer le développement chinois dans la région, ce qui n'est évidemment pas pour déplaire au Kremlin. La relative proximité sino-russe inquiète également le Japon, qui aurait tout intérêt à damer le pion à Pékin en faisant de la Russie un allié. Mais une telle stratégie impliquerait aussi un risque de vexer l'oncle Sam, car si les États-Unis ont envoyé 2 bombes atomiques sur le Japon, l'archipel n'en demeure pas moins soumis à l'oncle Sam. En proposant un traité de paix, la diplomatie russe marque à nouveau des points. Après s'être rendu incontournable au Proche-Orient avec le dossier syrien, le Kremlin bouge à présent ses pions en regardant vers l'Orient. Faute de trouver des partenaires fiables à l'Ouest, la Russie n'hésitera pas à en chercher à l'Est.
Et on retrouve une nouvelle fois Olivier Frère-Jacques avec l'actualité en bref. Le président du syndicat des gynécologues, Bertrand de Rochambeau, attaqué par les chiennes de garde ministérielles Marlène Schiappa et Agnès Buzyn. Le médecin a affirmé ne pas pratiquer l'avortement, estimant qu'il n'est pas là pour retirer des vies. Une déclaration qui n'est pourtant pas incompatible avec la loi française qui reconnaît la clause de conscience. Le discours, pourtant apaisé du spécialiste, a suscité un véritable torrent de violence et de haine sur les réseaux sociaux, notamment de la part des associations et organisations libérales et de gauche. Emmanuel Macron se rend ce jeudi chez Josette Audin pour courber l'échine. Cette dernière est l'épouse d'un terroriste communiste proche du FLN, Maurice Audin, qui aurait été torturé puis exécuté par l'armée française. Avec cette démarche, le jeune président, qui est né 15 ans après les accords d'Évian mettant fin à la guerre d'Algérie, s'inscrit dans la tradition de repentance à la française à l'œuvre depuis Jacques Chirac. Les députés européens votent finalement une directive sur le droit d'auteur. Dans un environnement numérique en mouvement permanent, ce texte vise à parvenir à une meilleure répartition de la valeur entre les différents acteurs d'Internet et devrait permettre d'éviter à des créateurs de se faire tout bonnement voler leur contenu. Parallèlement, un droit voisin existera pour les organisations ayant un statut rattaché à la presse afin qu'ils puissent négocier directement avec les géants du web, Google, Facebook ou encore Twitter. Mais comme il s'agit d'une directive, le chemin est encore long pour arriver à une formalisation juridique dans les États membres et les négociations entre les États et les institutions européennes devraient encore prendre de nombreux mois. Le métro aux couleurs de l'impérialisme culturel américain. Les plus célèbres stations de métro parisiennes ont été décorées avec des publicités pour Coca-Cola. La marque promeut des bouteilles en verre aux couleurs de Paris qui seront vendues dans les restaurants et cafés de la capitale. Les 10 bouteilles représenteront chacune un quartier de la capitale comme Montparnasse, Pigalle ou encore Montmartre. Pas avare de paradoxe, Coca-Cola va donc faire dans l'identitaire pour vendre son soda. Quand papa devient maman et que maman devient papa, c'est l'histoire d'un couple de Middlesbrough au nord de l'Angleterre qui va changer de sexe en même temps. Comprendre, l'homme aura désormais des attributs féminins et la femme des attributs masculins. L'enfant victime de cette mascarade, un garçon, avait déjà été appelé Starcloud à sa naissance. Son père gardera son nom d'usage puisqu'il se faisait déjà appeler Louise et sa mère Nikki se fera appeler Charlie. Les parents ont affirmé à la presse que leur enfant était tout excité par ce changement. Dans un instant, retrouvez notre Zoom du jour. Le rédacteur en chef du Visegrad Post, Ferenc Almasi, analyse le discours du Premier ministre hongrois Viktor Orban à l'occasion d'un festival en Transylvanie. L'université d'été de Tusványos, c'est un rendez-vous annuel devenu particulièrement important dans la vie publique hongroise. Puisque même si ça existe depuis une trentaine d'années, depuis le changement de régime, cette rencontre donc au cœur du pays sicule, en Transylvanie, ce qui est aujourd'hui la Roumanie, même si c'est une région qui est peuplée majoritairement de Hongrois, le pays sicule. Cette rencontre annuelle, c'est l'endroit où tous les étés, Viktor Orban, depuis quelques années, depuis qu'il est revenu au pouvoir en 2010, annonce de nouveaux éléments capitaux de sa politique. C'est un endroit où il va dépasser le cadre de la politique pour entrer dans celui de la philosophie politique. Il va annoncer les grandes lignes idéologiques qui mènent son travail. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.
Avec la rentrée, quand il fait encore beau et quand les enfants ne sont pas encore retournés à l'école, dans les petites villes de banlieue, on cumule le pire des deux mondes. Celui des gens actifs avec leurs embouteillages et celui des jeunes oisifs qui volent ou qui trafiquent des scooters pour faire des rodéos entre 7 et 22 heures, en t-shirt ou carrément torse nu. Donc je vous propose une tranche de vie, si vous voulez, doublée d'une légère réflexion, vous m'en voudrez pas, qui aura le mérite de se démarquer de tout ce que les journalistes payés 5 000 € voient sous leur propre fenêtre quand ils veulent parler du vivre ensemble. Alors je vous plante le décor d'abord, on est à 6 km d'Orly, il y a plus de pavillons que de barres d'immeubles, donc nous sommes loin des bandes, mais la densité de l'habitat social est très grande. On se croirait à Johannesburg à certaines heures de la journée. Vous n'avez qu'à filmer l'arrêt de bus là, à raison d'une image toutes les 10 secondes et le résultat est saisissant. C'est dommage, on ne peut pas vous le montrer, mais c'est très homogène. Donc, vous êtes appuyé au balcon du 5e étage, en bas, il y a une avenue chargée de centaines de véhicules qui remontent vers l'autoroute, il est 8 heures du soir, et soudain, au fond de l'avenue, vous entendez comme le bruit d'un frelon qui serait prisonnier d'un gobelet en papier, c'est un scooter blanc, une espèce de petite moto en fait qui fonce sur la roue arrière mais qui fonce à une vitesse vraiment très grande et sans retomber sur la roue avant. On se demande comment fait le conducteur, il est tellement vertical qu'il ne doit pas voir grand chose devant lui, il est torse nu, très bronzé, il a dans les 13-14 ans et non seulement il remonte le flot, sans casque évidemment, il remonte le flot des voitures vers le feu rouge mais il passe le feu rouge à fond. J'imagine qu'il jette quand même un coup d'œil, mais vu d'en haut, c'est très impressionnant. Et c'est surtout extrêmement bruyant, ça doit être une 250 cm3 minimum, avec un échappement à libre à peine étouffé. Les façades se renvoient ce hurlement quand il passe, en plus il fait exprès de faire des accélérations répétées. Heureusement, il file ensuite au carrefour sur la Nationale 7. Vous le voyez très bien brûler les feux ensuite entre les camions. Il remonte, on l'entend longtemps de la Nationale, et puis il revient en sens inverse 10 fois. Quand le quartier s'apaise un peu, après 3/4 d'heure, on n'entend plus que lui, puisque les voitures sont parties. Et là, vous appelez le numéro de permanence de la police municipale et vous dites ça dure quand même depuis 1 heure. Ça va durer encore 1 heure, vous croyez ? Ils ont donc largement le temps d'intervenir. Le type à l'autre bout balbutie « on va voir ça mais il n'a pas du tout envie d'aller voir. C'est comme s'il me blâmait, moi, d'avoir attiré son attention. En promenant le chien, je raconte ce coup de fil à la voisine du rez-de-chaussée qui est gardienne de prison à Fleury-Mérogis, jeune, assez mignonne, et qui se promène en pull bleu marine, administration pénitentiaire. Elle me dit, vous n'avez pas compris, ils n'ont aucun intérêt à intervenir. On leur mettrait sur le dos la chute du gamin, surtout s'il circule en tongs et torse nu, ça va pas être beau. Et là, si on le fait tomber, c'est parti pour des nuits entières d'émeutes en soutien à notre camarade. Tandis que si vous le laissez se planter tout seul contre un camion au feu rouge, et d'après ce que j'ai vu, il en a pour peu de temps, il doit être sous crack d'ailleurs, l'enquête conclura qu'il n'y a pas d'autre responsable que lui-même. Et là, elle ajoute avec un humour un peu sinistre, évidemment, il y a le cas pénible où il tuerait quelqu'un dont la famille se retournerait ensuite contre lui au pénal. Alors je lui demande pourquoi elle dit pénible, elle me dit, et ça c'est une bonne question, c'est surtout pénible pour le plaignant. Nous, dans la pénitentiaire, on a l'habitude, on est harcelés. Nos enfants sont harcelés, dans l'indifférence totale, évidemment, du gouvernement. Mais la nouvelle mode, quand l'un de ces crétins à scooter a tué un enfant en le percutant de plein fouet, c'est de martyriser à 15 la famille du gosse, parce qu'elle a osé porter plainte. C'est là que vous voyez que ça ne peut pas durer. Quand ils s'organisent comme ça pour vous pourrir la vie, forcément, on s'organise nous aussi de l'autre côté, et c'est l'engrenage. Alors je lui demande, mais des organisations comme ça existe déjà ? Pas officiellement, me dit-elle, mais comme gardienne de prison, moi, je me suis arrangé pour avoir la paix. Il suffit de savoir où s'adresser. Au début, on se retourne vers la justice, qui n'entend rien, et ensuite, elle n'entend rien tant que les magistrats ne sont pas menacés de mort eux-mêmes, et c'est en train de venir. Puis finalement, on s'aperçoit qu'il existe des réseaux d'intimidation contraires, qui font exactement le travail à l'envers, qui disent à la famille du jeune à scooter, si tu continues, toi et tes frères, tes oncles dans un premier temps, ils vont avoir la DAS et le fisc sur le dos. Et puis dans un deuxième temps, ils ont intérêt à sortir avec un bon gilet. Et là, ça marche très très bien. Mais c'est quand même dommage d'en arriver là, me dit-elle. Mais c'est pas nous qui avons commencé. Alors là, je témoigne, ce n'est pas eux qui ont commencé. Je vois mal cette fille superbe allant exprès pourrir la vie, comme elle le dit, de quiconque, de son propre chef, pour voir qui est le patron dans la rue. Elle a un petit bébé, elle a la tête sur les épaules, mais elle m'a dit une chose frappante, elle m'a dit « il faut contre-attaquer sans colère, on nous a appris comme ça dans la pénitentiaire, 0 émotion. Ce n'est plus de la morale, c'est de l'hygiène. On désinfecte. » Décidément, la vie en banlieue vous en apprend tous les jours quand vous venez de Campagnol. On retrouve tout ça sur YouTube, sur TVL, et on peut faire passer à ses amis. Merci.